Bonjour les amis, bienvenue dans un nouveau stream de la Fondation Pendragon. Et comme certains d'entre vous le savent peut-être, la Fondation Pendragon est folle des châteaux. Nous les aimons et pensons qu'ils font partie de notre patrimoine et de la pierre, qu'ils nous inspirent un profond amour pour notre pays et notre communauté. Et c'est pourquoi nous voulons les restaurer, nous voulons les reconstruire et les voir prospérer à nouveau. Et donc nous voulons juste parler de châteaux tout le temps sur cette chaîne. Et dans ce but, nous avons invité et avons la chance d'avoir quelqu'un pour qui je pense que c'est aussi très vrai. Bonjour Shadiversity, comment allez-vous? Je vais très bien, c'est un plaisir d'être ici. Comme beaucoup de gens le savent peut-être, j'aime vraiment les châteaux et j'adore aussi ce que fait la Fondation Pendragon, votre objectif et tout ce que vous représentez, en essayant de préserver ou même peut-être de restaurer des châteaux, en regardant vers l'avenir, en explorant de nouvelles façons, des moyens innovants d'essayer d'y parvenir, ce qui est brillant. Et en même temps, vous pouvez aussi parler des châteaux parce qu'ils sont géniaux et que je les aime depuis toujours. Eh bien, commençons par cette question. Qu'est-ce qu'un château? Et instinctivement, j'ai parlé à des gens toute la semaine de ce qu'ils pensent qu'est un château. Et instinctivement, la plupart des gens disent qu'on sait à quoi ressemble un château simplement en le regardant. Mais en fait, quand on y réfléchit plus profondément, il y a beaucoup de choses différentes qu'on appelle des châteaux, et il y a des choses qui ne sont pas appelées châteaux, mais qui pourraient en constituer. Et en fait, trouver une définition qui n'est pas trop rigide, mais pas trop vague non plus, c'est vraiment difficile. C'est plus compliqué que les gens ne l'imaginent. Quand je regarde ça, en fait, parce que c'est quelque chose auquel j'ai probablement trop réfléchi, je me dis, d'accord, bon, voilà. En y réfléchissant et en essayant de comprendre, j'ai l'impression d'être finalement arrivé à deux définitions. Il y a une définition très large qui correspond à la façon dont les gens l'utilisent dans le langage courant, l'usage que la plupart des gens ont adopté et que la majorité connaît bien. Et ce qui est malheureux avec cette définition large, c'est que c'est celle qui est le plus souvent utilisée par les gens ordinaires. Et elle est tellement large et ouverte qu'elle englobe en fait tout ce qui ressemble vaguement à un château. Regardez, que ce soit des créneaux ou peut-être l'attrait des tourelles ou quelque chose comme ça, si ça ressemble même un peu à un château. Que ce soit un château français ou un bâtiment moderne avec une esthétique particulière, c'est tout simplement un château. Et c'est tellement vague que ça en perd presque son sens et sa définition. J'aimerais entendre vos réflexions à ce sujet. Avez-vous remarqué la même chose? Absolument, oui. Tout ce qui est grand et historique, qui n'est pas une église ou une cathédrale, peut être qualifié de château. Exactement celui auquel je pense. Vous avez mentionné Neuschwanstein, mais il y a beaucoup de manoirs ou De palais ou... des domaines, oui, au Royaume-Uni. Et il y en a un en particulier auquel je pense qui est en vente en ce moment, le château de Ripley. Mais c'est un domaine géorgien. C'est un domaine géorgien. Et tu sais, c'est vraiment exagéré de dire que c'est un château, mais les gens l'appellent comme ça. Je vais en fait chercher celui-ci, je vais chercher le château de Ripley, juste pour être sûr de bien comprendre. Si tu en as un de côté, je crois que le prix a baissé. Avant, c'était 21 millions. Maintenant, c'est un joli sept. Tu vois, oui, le château de Ripley, celui-ci est intéressant. Rien qu'en le regardant, j'aime bien. Il a de grandes fenêtres. C'est un manoir avec des créneaux en haut. Voilà. Les créneaux, c'est un point intéressant à considérer quand on se demande ce qu'est un château ou non. Parce que je n'ai jamais déterminé la période exacte où cela était en place, mais j'ai confirmé que c'était bien une réalité. En Angleterre, il existait une licence pour créneler, c'est-à-dire, vous savez, pour mettre des créneaux sur votre manoir, n'est-ce pas? C'était essentiellement le fortifier de manière militaire. Il fallait une licence du roi pour le faire. Parce que si la mauvaise personne le faisait, elle pouvait essentiellement s'en servir comme base d'opération contre le roi et ce genre de choses. Et donc, en fait, non, non. Si vous voulez mettre des créneaux sur quelque chose, il vous faut une licence.
Et donc, les créneaux semblent être peut-être l'une de ces premières qualifications pour transformer quelque chose d'une simple maison ou d'un manoir en quelque chose qui pourrait fonctionner davantage comme un château. Mais en fait, ce que nous voyons ici avec le château de Ripley, c'est que ces créneaux semblent essentiellement faux. Ce sont des créneaux purement esthétiques, faits uniquement pour l'apparence et inutilisables à des fins défensives. Parce que la dent du créneau, vous savez, pas la crémaillère, le merlon est trop petit pour offrir une couverture corporelle complète. Et donc, c'est un autre bon exemple d'un bâtiment qui a simplement cet aspect de château ajouté. Son apparence lui donne un air de château. C'était comme c'est un château alors qu'en réalité, il ne peut pas fonctionner comme un véritable château médiéval était censé fonctionner. Et c'est là qu'on en vient à l'autre définition du château à laquelle je suis arrivé, qui est une définition académique plus stricte de ce qu'est un château, selon ce qu'ils étaient à l'époque médiévale. Et c'est aussi un genre de définition amusante à essayer de cerner parce que j'en ai une. Cela englobe la plupart des bâtiments qui auraient été appelés châteaux à l'époque médiévale, mais pas tous. Avant de commencer, j'aimerais entendre vos définitions car je parle beaucoup depuis tout à l'heure. Oh non, j'apprécie beaucoup. Je pense que tu as tout à fait raison. Les créneaux sur quoi que ce soit semblent souvent utilisés comme le. Mais c'est une bonne justification pour un endroit comme Ripley, certainement. Et je pense que le but d'un crénelage qui est utile sur le plan défensif, peut-être qu'à un endroit, on peut vraiment se tenir en hauteur sans être sur le toit du bâtiment. Cela vous protège quand vous êtes là-haut et pas seulement à moitié, vous savez, à hauteur de taille, ça ne constitue pas un véritable crénelage. C'est une décoration. Donc, je pense qu'il y a une définition intéressante que j'ai trouvée d'un certain Charles Oman qui a écrit au début du XXe siècle sur les châteaux. Et il a dit que cela devait être une demeure fortifiée ayant pour but la défense et l'habitation. Donc ce n'est pas seulement un lieu défensif. Donc ce n'est pas comme un fort où les gens vivent pour une raison militaire, mais plutôt un endroit où votre seigneur, votre roi, pourrait vivre et gouverner une région, administrer une zone, recevoir des invités. Mais en même temps, cela a aussi un but défensif. Si le seigneur ou le roi doit défendre sa région, il peut s'y replier et résister à une attaque. Pour moi, cela semble être au moins un bon début de définition. Qu'en pensez-vous? C'est exactement la définition académique plus stricte à laquelle j'allais faire référence. Cependant, dans mon étude du sujet, j'y ajoute en fait une caractéristique définitoire supplémentaire. Et donc, absolument correct, une résidence fortifiée. Mais en fait, pour ma part, je dirais que c'est plutôt une question de préférence personnelle. Personnellement, j'ajoute une résidence médiévale fortifiée parce que l'aspect médiéval, selon moi, est assez important pour garder une définition solide. Parce qu'il y a cette discussion à propos des châteaux japonais, par exemple, et oui, ce sont des châteaux dans un certain sens, mais aussi non. En effet, ce que l'on appelle des châteaux japonais n'étaient pas toujours des résidences. En réalité, bien souvent, la résidence principale de cette structure de château était séparée de cette grande tour défensive, et cette tour était principalement utilisée dans un but plus militaire, vous voyez, dans son application. Pas toujours, mais cela montre qu'il existe divers types de caractéristiques définissant les châteaux japonais. Et même dans votre cas, je suppose, dans l'utilisation de la langue, chaque fois que quelqu'un dit château, la première chose qui vient à l'esprit des gens, c'est un bâtiment médiéval. Comme quand on dit château, les gens ne pensent pas d'abord à un bâtiment japonais. Non, c'est toujours le cas. Un château est spécifiquement un terme défini pour un bâtiment médiéval européen, tu vois. Et donc, si on essayait de définir ce qu'est un château, parce qu'il est presque exclusivement appliqué à la culture médiévale, à l'histoire médiévale, à la période médiévale. J'ai donc tendance à ajouter ce genre de nuance à la définition plus stricte, à savoir qu'il s'agit spécifiquement d'une résidence médiévale fortifiée. Et il existe d'autres bâtiments, vous savez, provenant d'autres périodes et même d'autres cultures qui sont d'une certaine manière comparables.
Par exemple, il y a des fortifications en Inde à la même époque et d'autres choses de ce genre. Elles sont très similaires aux châteaux, qu'on pourrait même les appeler ainsi, mais une nuance subsiste. Eh bien, il s'agit spécifiquement d'un château japonais, un type de château nettement différent de ce qu'est vraiment un véritable château. Et si vous n'ajoutez aucune nuance au mot château, à mon avis, sans cette nuance, c'est clairement un type de bâtiment médiéval. Quelles sont vos réflexions sur ma théorie ou ma proposition à ce sujet? Oui, c'est intéressant parce que, vous savez, lancer Pendragon et essayer de restaurer des châteaux. L'une des choses que les gens nous ont dites, c'est en fait, nous allons vous soutenir, à condition que vous restauriez réellement un bâtiment médiéval et non quelque chose de plus tardif, même s'il s'agit d'une résidence défensive. C'est donc exactement ce que le mot château évoque. Et je pense que cela reflète quelque chose de distinctif dans ce style gothique, ainsi qu'un type de bâtiment unique en son genre. Pour pousser la réflexion plus loin, ou sur une période et un lieu plus large, je pense que ce que tu as dit à propos de l'Europe ou de la chrétienté est important, peut-être. Eh bien oui, parce qu'il y a des châteaux croisés qui ne sont justement pas en Europe, mais beaucoup d'entre eux ont été construits par des Européens. C'est aussi un sujet amusant et plus complexe parce qu'il y a les fortifications qui restaient de Byzance. Quand ils avaient plus de contrôle sur le Moyen-Orient, la Terre sainte en quelque sorte, ils ont perdu le contrôle de cette région. Avec les nations du Moyen-Orient qui s'étendaient et prenaient le contrôle de ces fortifications. Et donc les châteaux croisés sont un sujet intéressant. Beaucoup, je pense, ont été construits par des Européens dans le même style, surtout lorsqu'ils sont revenus des croisades et qu'ils ont transformé beaucoup de ces anciennes fortifications byzantines en véritables châteaux européens. Ce sont en réalité des châteaux européens bâtis par des Européens. Ils devraient être inclus dans la définition d'un château. Absolument, même si géographiquement ou par leur emplacement, ce n'est pas spécifiquement l'Europe médiévale. Je voudrais peut-être ajouter quelque chose à ce sujet également concernant le style architectural gothique. Une chose intéressante à son sujet, c'est qu'il lui manque, il a tendance à être anti-perfectionniste. Et on le voit certainement avec les cathédrales, mais je pense qu'on le voit aussi avec beaucoup de châteaux. Ce n'est pas une question d'être le bâtiment le plus parfait et symétrique, et ce n'est pas une question d'avoir une harmonie sublime, ce qui est typique, par exemple, de l'architecture classique. En fait, c'est on va mettre une tour ici, une autre là. Et même si elles ont une fonction, il y a souvent beaucoup d'irrégularités dans les châteaux, et donc je pense qu'ils sont très typiques du gothique d'une certaine manière, même si certains d'entre eux sont un peu plus symétriques. Je ne cherche pas à le nier. Par exemple, Beaumaris pourrait en être un bon exemple. Beaumaris, c'est exactement celui auquel je pensais, mais il reste l'exception plutôt que la règle. La conception des châteaux dépendait en grande partie de la géographie et de leur emplacement précis. Et comme il privilégiait les altitudes plus élevées, les collines, il devait plus souvent adapter et construire le château en fonction de l'emplacement pour suivre la ligne de la colline. Et je veux dire, si on analyse bien, on peut trouver des éléments symétriques ou des éléments qui finissent par être un peu plus symétriques. Comme les donjons centraux, vous savez, surtout les donjons normands et ce genre de choses. Ils n'ont pas vraiment tendance à avoir quelque chose de spectral assez cohérent, vous voyez. C'est un élément d'une structure plus vaste, presque désordonnée mais non aléatoire. Mais ils suivent les contraintes de la géographie pour obtenir la disposition la plus avantageuse, efficace et défendable possible en le construisant à cet endroit-là. À cet emplacement, J'ai quelques images de bâtiments qu'on appelle des châteaux, donc on peut un peu voir. Et j'en ai une bonne pour commencer. Je suis presque sûr que c'est celle que je veux. je me demande, parce qu'il y a un fort sur une colline qu'on appelle un château, et j'ai oublié son nom. Est-ce que c'est Maiden Hill ou quelque chose comme ça? Maiden Hill, c'est bien ça? Oui. Oui, en fait, ce n'est pas un château, mais un fort sur une colline. Pourtant, on l'appelle château. Et c'est toujours moche. Donc on en a un. On a sans doute l'un des Cardarvan les plus célèbres ici. Tu es déjà venu ici toi-même. Je pense que ça correspond tout à fait à ta définition. Oh, 100%, 100%. Et parce que les gens ont tendance à penser, je crois que les châteaux gallois, eh bien, n'étaient que des avant-postes militaires des Plantagenets. Mais en réalité, vous savez, Édouard II est né, je crois, à Carnarvon.
Donc, c'était un site de la cour royale et c'était un centre administratif pour l'ensemble du pays de Galles, pour Édouard. Ce n'était donc pas qu'un camp de soldats au pays de Galles, mais aussi un siège du gouvernement et de la cour. Oui, et peut-être devrions-nous essayer, et je suppose, d'expliquer un peu plus ce que signifie le terme résidence. Parce que les gens pourraient dire, vous savez, oh, le roi en était propriétaire, mais il n'y vivait pas. Mais en fait, il aurait soit un seigneur, soit un châtelain ou quelqu'un d'autre qui y vivrait, n'est-ce pas? Et l'utiliser comme résidence. Et quand on dit résidence, c'est parce qu'on peut dire, eh bien, dans une forteresse militaire, il y a des régiments militaires entiers qui y vivent. Je me suis dit, mais d'accord, si on définit une résidence comme un endroit où quelqu'un vit avec sa famille, où ses enfants naissent, grandissent, tout ça, et que c'est vraiment une vraie maison pour une famille comme résidence principale, même s'il ne la possède pas forcément, mais qu'elle appartient à un roi. Mais si c'est utilisé comme une véritable habitation où des gens vivent, cela en fait une résidence. Et ensuite, si c'est fortifié et médiéval, c'est là, et quand je dis fortifié, vraiment fortifié, fonctionnellement fortifié, cela peut être considéré comme un véritable château. Alors je pense que c'est juste, parce qu'il y a même une exception à cela. Et je me demande si tu vas en parler, donc je l'ai en tête. Je me demande vraiment si tu en parleras. Parce qu'on l'appelle un château, et même moi, je n'arrive pas à ne pas l'appeler un château parce que c'est vraiment un château. Mais je ne suis pas sûr qu'il ait jamais été utilisé comme résidence personnelle de quelqu'un. Si tu veux en parler, sinon je le ferai, puis on partagera, mais on verra, on verra. Je vais devoir me creuser la tête pour ça. Je vais voir si je peux le trouver, mais peut-être que je veux ajouter un petit détail en plus, qui n'est pas forcément essentiel selon moi. Mais je pense que ça fait partie de notre imagination, des châteaux et d'une grande partie de leur histoire. Nous en avons déjà parlé, mais la plupart des châteaux, du moins en Grande-Bretagne, et je pense aussi ailleurs, ils appartiennent soit à l'un, soit à l'autre, le roi. Les châteaux étaient royaux, et les rois en possédaient souvent plusieurs dans le pays, dans des endroits stratégiques où ils pouvaient contrôler de vastes régions ou répondre à des menaces, qu'elles soient internes ou externes. Et puis, il y a les châteaux baroniaux qui ont tendance à être le seul château d'une région pour ce seigneur, et il peut ainsi dominer cette zone. Et donc, ce sont des sièges de pouvoir, ce n'est ni une famille ordinaire, ni une simple maison de campagne. Ce sont en fait des endroits qui, à la fois en termes de force, mais aussi en termes de gouvernance, oui, et d'ordre et de loi, vous savez, deviennent des lieux où se trouvent les cachots et les tribunaux. Donc pour moi, quand on parle de résidence, c'est en fait très... On pourrait même le qualifier d'une forme très spécifique de résidence, qui est en fait comme une résidence puissante dans une région. Donc, tu as tout à fait raison de dire que la plupart des châteaux étaient des centres d'une certaine forme de gouvernance ou d'autorité judiciaire. Ma seule hésitation à en faire une partie ferme de la définition concerne l'idée des manoirs fortifiés de l'époque, où tu avais, tu sais, même juste un peu plus élevé, certains artisans ou commerçants aisés de la classe moyenne ont finalement bien réussi financièrement. Et puis ils ont obtenu une licence pour créneau, et ils l'étaient quand une licence de créneau était nécessaire. Parfois, ils avaient simplement l'argent et ils pouvaient le faire correctement. Là, ils fortifiaient leur maison pour protéger leurs biens et se défendre contre les bandits et d'autres choses de ce genre. Et quand je vois certaines de ces maisons manoirs fortifiées, je me dis vraiment mince, ce sont essentiellement des châteaux sur le plan fonctionnel, mais ils le sont. Elles manquent cependant de ce type de siège de gouvernement ou de pouvoir judiciaire d'autorité. Mais elles correspondent à toutes les autres définitions et utilisations. Et pour moi, je considère que ce sont des châteaux. Et c'est pourquoi, si on impose qu'ils doivent être des sièges de pouvoir judiciaire d'une certaine sorte. Alors, on se retrouve avec ces bâtiments qui ressemblent vraiment beaucoup à des châteaux, mais qui sont exclus de la définition à cette époque. C'est pourquoi cela devient plus complexe dès que l'on ajoute des réserves supplémentaires qui sont tout à fait valables, car la plupart des châteaux étaient effectivement des lieux exerçant une certaine forme d'autorité judiciaire.
mais pas forcément dans tous les cas. Si l'on considère le type fonctionnel de bâtiment qu'il représente, vous voyez, Non, je pense que c'est juste. On pourrait dire que c'est la norme, mais pas toujours. oui, exactement, ouais. Je ne suis pas sûr de la suite ni de l'écran concerné, voyons. D'accord, donc c'est Rome, oui, donc le mur d'Adrien. Ce que vous trouverez le long du mur d'Adrien, c'est que vous avez vos forts principaux, comme Vindolanda, qui est l'endroit où se trouvaient les principaux centres de gouvernance, de contrôle et de commerce. Mais ensuite, à intervalles réguliers, tous les 1000 pas, il y a ce qu'on appelle un château 1000. Et ce serait un petit avant-poste comme celui-ci, avec peut-être, je pense, environ 30 hommes, 40 hommes, quelque chose comme ça. Et il serait stationné ici pour pouvoir répondre à toute menace immédiate avant que la force principale des forts n'arrive. Et parce qu'on l'appelle le château du Mille et qu'il est crénelé, les gens se demanderaient, eh bien, est-ce que c'est vraiment une forme précoce de château? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait convenir aujourd'hui? D'après notre définition, ça ne correspondrait pas au médiéval, c'est certain. Ça ne correspondrait pas à la résidence parce que c'est un avant-poste militaire. Cela correspond à l'aspect fortifié, mais pas aux autres. Peut-on le voir comme un précurseur? Peut-être. Oui, je dirais même que j'appellerais presque ce type de bâtiment des proto-châteaux. Je pense que ce serait une distinction juste, où ils font clairement partie de l'une des évolutions originelles dont les châteaux ont clairement été adaptés par la suite. Parce que, en conception, c'est là où ils en sont. L'idée des créneaux venait essentiellement des fortifications romaines qu'ils ont soit réutilisées, soit observées. Ils réalisent leur fonction encore utilisée et décident donc de la réutiliser pour construire les leurs. Et donc, oui, absolument, parce qu'un autre type de bâtiment que tombe presque dans une définition très proche ou un cas d'utilisation de ce qu'est un château. Mais comme ils ne correspondent pas à la définition plus stricte, ils ne seraient pas considérés comme de véritables châteaux médiévaux. Ce n'est pas un bâtiment médiéval, donc on ne peut pas l'appeler château médiéval. Pourriez-vous l'appeler un château? Vaguement, je veux dire, dans le sens large du terme. Tu te souviens de cette application large? Eh bien, oui, tout ce qui ressemble un peu à un château est un château dans le sens large, tu sais, dans l'usage moderne du mot. Selon la définition stricte, plus historiquement précise, non, ce n'en est pas un. Je vais vérifier cela. Ah, nous y voilà. Alors, as-tu déjà vu les brocs écossais? Laisse-moi partager mon écran. Oui, oui, attends, je vais enlever ça pour que tu puisses le partager. Je partage juste. Maintenant, tu dois peut-être juste l'approuver. Oui, voilà, les brocs écossais. Des structures fascinantes. Maintenant, elles n'ont pas de créneau. Et donc ça, tu sais, ben, je pense que c'est un point négatif pour elles. Mais tout le reste, comme une résidence centrale fortifiée, n'est-ce pas? Entourée parfois même d'une enceinte. C'est comme si c'était ce que j'appellerais aussi une protoforme de château, essentiellement. Pas vraiment un véritable château médiéval, mais plutôt un de ces types de structures qui sont, oui, l'un des précurseurs de ce qui allait devenir le véritable château médiéval. J'ai eu la chance d'en voir un dans les Orcades il y a quelques années, vraiment, et je veux dire, une grande partie était encore debout. Et les murs sont tellement épais, tu ne pourrais jamais passer à travers ces murs. Et en gros, c'est vraiment une forteresse, cette région-là. Ils ont plusieurs sortes de portes, si on peut dire, faites de pierre, avec de la pierre qui les bloque. Et il y a aussi plusieurs niveaux. Il y en avait deux, certaines en avaient trois vers le haut, et le chef y résidait, donc c'était vraiment incroyable. Et elles étaient placées à de nombreux endroits stratégiques autour de l'île, dominant les collines et les principaux endroits où l'on cultivait la nourriture, et ainsi de suite. Des bâtiments tout simplement incroyables. Ils sont fascinants. Beaucoup ont été construits sans mortier, uniquement avec des pierres sèches. Je pense qu'ils ont tous été construits comme ça, en fait.
Et ce sont vraiment des types de bâtiments fascinants et intrigants qui, oui, je suis content de les mettre un peu sous la catégorie adjacente, presque comme toi, tu as la catégorie stricte. Et puis, il y a ce cercle plus proche de bâtiments très ressemblants à des châteaux. Et je suis content d'inclure même les châteaux japonais là-dedans. Ils sont vraiment adjacents aux châteaux. Très proches, mais pas exactement, pas exactement. Selon la définition la plus stricte, Ce que je trouve aussi assez intéressant à ce sujet, c'est que donc ils sont principalement en Écosse et en Irlande, et c'est le cas. Ils ont une forme d'architecture gaélique pendant cette période, l'âge du fer. Mais ce que l'on trouve aussi dans ces contextes, plus tard à la période médiévale, c'est qu'on n'a pas tendance à voir de grandes fortifications dans ces endroits. En partie parce que c'est tellement, tellement divisé. Et il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas. Il n'y a pas beaucoup de richesses comparé à un endroit comme l'Angleterre ou la France dans ces régions, et ce n'est tout simplement pas pratique. On trouve de nombreuses tours de guet. ah oui, des tours de guet. Et j'ai l'impression qu'en fait, d'une certaine manière, c'est assez similaire au Brockview. C'est un bâtiment isolé, très grand et imposant, mais il n'a pas forcément de mur d'enceinte, pas de créneau, et il n'a pas, vous savez, il n'a pas vraiment de porte d'entrée à proprement parler. Donc, vous savez, est-ce que cela, je vois cela comme une évolution du Brock en termes de philosophie de ces personnes qui construisent ces bâtiments. Celui-ci vient du sud-ouest de l'Écosse et des terres contestées qui étaient tellement, tellement rudes et turbulentes. Les clans là-bas, ni les Écossais ni les Anglais ne voulaient vraiment être responsables de leur gouvernance. Et mes ancêtres viennent de cette région, des voleurs de bétail, vous savez, c'est ça. Cela compte-t-il comme un château? Pour moi, en fait, j'inclus effectivement les tours de guet dans la définition, genre c'est une résidence et elle est fortifiée maintenant. Parce que c'est ça qui est intéressant. Comme moi, parce qu'on a parlé des créneaux, les créneaux sont, tu sais, l'élément qualificatif dans certains aspects. Je dirais qu'ils peuvent être pris en compte, mais pas forcément. En fait, le point de départ de la fortification d'un bâtiment, c'est essentiellement quand tu es capable d'empêcher n'importe qui d'entrer si tu ne le veux pas. C'est alors que les fenêtres rétrécissent au niveau inférieur. Et dès que tu as à peu près ça, c'est bon, d'accord. Je considérerais cela comme un type de bâtiment fortifié, même dans sa forme initiale. Il y en a un peu. J'ai quelques exemples. Je peux montrer mes propres références d'images. Ils ont généralement un certain niveau de défense, avec très peu d'éléments au rez-de-chaussée. Et cela signifiait que, disons, les assaillants du château sont passés. Le clan local est en guerre et pille la région. Vous pouvez remonter votre échelle jusqu'au premier étage et il y a en fait très peu de moyens d'y accéder depuis l'intérieur. Même s'ils entrent dans votre tour de guet, vous êtes désormais plus en sécurité en hauteur. Ils pourraient tenter de vous brûler ou de vous nuire autrement. Oui, il y a le niveau de la probabilité qu'ils essaient ça alors qu'ils ne sont pas vraiment là pour faire plus qu'un raid. Vous savez, c'est une bonne prévention. Oui, d'accord. Je vois que vous avez le vôtre, le vôtre. Oui, donc ceci est un exemple de maison tour. Et je crois que celle-ci pourrait s'appeler Glimingus ou quelque chose comme ça, mauvaise prononciation. Et donc, d'accord, celle-ci est juste sur la ligne, n'est-ce pas? Parce que c'est comme, pourrais-tu raisonnablement appeler ça un château? C'est comme, mais ensuite, certaines de ces fenêtres, clairement, il n'y en a pas. L'accès au niveau inférieur, je dirais même que certaines de ces fenêtres sont des meurtrières. Et c'est comme, d'accord, si tu as une structure qui est complètement, tu sais, verrouillée, essentiellement pour empêcher vraiment n'importe qui d'entrer contre ta volonté et une capacité de riposter, de tirer en retour, de repousser les assaillants, même si tu n'as pas de créneau, mais si tu as la capacité de repousser ces assaillants. Cela qualifie le bâtiment comme une véritable fortification et ça suffit pour franchir la limite. Pour moi, je dirais, d'accord, oui, c'est limite. Je laisserai simplement celui-ci entrer dans la définition d'un château. Et c'est là qu'on arrive aux maisons tours. Et j'ai d'autres exemples, comme je pense que celui-ci est l'un de ceux en Écosse. Encore une fois, je ne suis pas sûr qu'il y avait des créneaux au sommet, vraiment, mais même si ce n'est pas le cas, ce sont bien des maisons tours. Ce sont des archères très reconnaissables juste là. Donc, c'est comme si maintenant, on peut riposter contre les assaillants. C'est une des tours de guet plus classiques. J'ai oublié son nom.
Oui, ce sont des châteaux. Je les considérerais comme des châteaux. Je pense. Je pense que peut-être un aspect qui les différencie peut-être au-delà de leur taille et de leur étendue, c'est que où suis-je? Cela peut paraître étrange, mais je pense que certains châteaux sont aussi offensifs, pas seulement défensifs. En termes de la façon dont vous les défendez est active, comme vous êtes capable d'attaquer activement votre adversaire, vous êtes capable de faire exactement cela. C'est pourquoi je pense, c'est ce que je fais. Incluez cela comme une partie essentielle du fait d'être une fortification. Une fortification ne consiste pas seulement à empêcher les gens d'entrer, c'est aussi la capacité de riposter, de tirer sur l'attaquant. Sinon, c'est simplement comme une brique carrée derrière laquelle on se cache. Ce n'est pas une vraie fortification. Parce qu'un château est, pour moi, une résidence médiévale fortifiée. Si cela ne répond pas aux critères d'une vraie fortification, ce n'est pas un château authentique. Donc, il faut qu'il ait cette capacité à se défendre. Et s'il l'a, oh, regarde, je crois que c'est celui que tu montrais juste ici. Donc, si ça l'a, si ça a ça, alors je dirais oui, ça peut être considéré comme un château. Qu'est-ce qui est intéressant avec celui-ci? Ben, tu peux voir juste dans le coin ici, il a ce genre de fausse machicoulis, juste là pour l'esthétique. Oui. Parce que, tu sais, c'est drôle de voir à quel point beaucoup d'éléments dans la conception des châteaux ont d'abord été ajoutés pour des raisons fonctionnelles, tu sais, pour cette qualité fortifiée. Ils ont aussi acquis un aspect esthétique que les gens ont ensuite préservé pour maintenir ce visuel. Sans aller jusqu'au bout, c'est ce qu'on constate ici. Il y a un petit château, j'ai oublié son nom. Est-ce Kidwelly? Il se pourrait que ce soit le château de Kidwelly qui en a beaucoup. Le roi hors-la-loi, non? Et c'est le château qu'ils utilisent. Je crois que dans le Ça pourrait être. Laisse-moi vérifier. C'est le gamin Willy? laisse-moi, parce qu'ils avaient aussi des créneaux qui arrivaient à la taille du gars, l'armée anglaise. Et tu te dis, ouais, ils ne feraient pas ça dans ce château. Oui, c'est Kidwelly. J'avais raison. Je vais repartager mon écran. J'ai tellement de références de châteaux. Mais si tu regardes le long de la ligne ici, tu vois ces sortes de fausses créneaux, ces fausses meurtrières qui sont juste là pour donner l'illusion. Mais je veux dire, tout le reste sur le château est principalement authentique. Tu peux voir la taille des créneaux, etc. C'est intéressant que même sur de vrais châteaux authentiques, ils ont certains de ces éléments esthétiques qu'ils ont juste ajoutés, qui ne sont pas réels, ils ne sont pas fonctionnels. C'est juste parce que ce sont de beaux bâtiments. Et donc, souvent, ils font des efforts juste pour ajouter cette petite touche, ce petit détail. Euh, Et tu penses que ça aurait trompé quelqu'un à l'époque aussi? Comme, non, non, je ne pense pas vraiment parce que, tu vois, ils sont vraiment tout petits. Il est là, j'ai besoin d'une bonne photo, je cherche une photo en haute résolution. Parce qu'on peut les voir un peu sur le côté ici. Oh ouais, regarde juste là autour. Ouais, voilà. Et donc, ouais, le petit Willy les a partout. Mais c'est assez évident, même en regardant rapidement, tu vois bien que l'eau n'est pas là. Ce ne sont pas de vraies matriculations, tu sais. C'est intéressant, j'aime le montrer. Non, même ces clins d'œil esthétiques existaient déjà à l'époque médiévale. Ce n'étaient pas seulement des choses qui sont arrivées plus tard, tu sais. C'est juste quelque chose d'intéressant à remarquer. j'ai encore quelques exemples, puis on pourra passer à un autre sujet. Celui-ci correspond bien à notre définition. Le château de Bodiam, assez célèbre Bodiam. Oui, Maintenant, la raison pour laquelle je l'ai inclus, c'est maintenant, je sais qu'il y a pas mal de débats sur l'efficacité réelle de ces fortifications et défenses. Certains diront que même si le fossé est joli, il est peu profond et pourrait être vidé facilement. oui, et il y a même une sorte de talus. Donc, si on creusait simplement sur le côté du talus, on pourrait vider tout le fossé. Complètement. Mais même si tu faisais ça, il te resterait quand même une grande, parce que l'eau serait partie. Tu aurais cette grande crête. Ensuite, avant même d'atteindre le point d'entrée, tu aurais quand même, tu sais, un pont-levis au-dessus. Et tu l'as essentiellement transformé en fossé sec. Et les fossés secs sont juste, ce sont une caractéristique courante de nombreux châteaux. Donc, l'eau n'est pas essentielle. Euh, euh,
Et donc, simplement par le fait que, oui, on pourrait le drainer sans trop de difficultés, cela ne disqualifie pas sa capacité fonctionnelle d'être une véritable fortification et donc un château. Je pense que c'est juste que même si c'était une mauvaise fortification, cela reste, cela en fait toujours un château. Parce que donc un autre argument avancé est que ces meurtrières ici ne sont en fait pas assez grandes pour tirer ou lancer des flèches ou tirer des armes à feu à travers les douves. Maintenant, certaines personnes ont dit non, c'est possible de le faire, mais cela suggère en quelque sorte, eh bien, est-ce vraiment pour la défense ou est-ce esthétique? Mais je pense que ce qui est décisif, c'est en fait le type qui a construit ceci je dirais, au 15e siècle, 14e siècle. Il a peut-être eu besoin d'une licence royale pour le crénelé. Donc, vous savez, rien que ça semble suffire à l'emporter. Et c'était à l'époque où l'on craignait une invasion de la France. Oh oui, et j'ai vu bien pire. Nous avons même examiné, vous savez, certaines de ces maisons-tours. Elles n'ont même pas de créneaux et pourtant nous sommes prêts à les qualifier de châteaux simplement parce qu'elles ont la capacité de repousser tout envahisseur. Et Baudium a ça en abondance. Il n'est peut-être pas aussi efficace que certains châteaux mieux conçus, mais il remplit parfaitement cette fonction. Donc, il y en a un autre que tu as déjà mentionné, Elchmenstein, qui, tu sais, a une histoire intéressante, tu vois. Il a été construit par Louis II de Bavière. Très inspiré par les opéras de Richard Wagner, il souhaite créer son propre Valhalla. Et à l'intérieur, il y a de magnifiques et somptueuses pièces qui sont tout à fait en accord avec les opéras. Le Lohengrin, le chevalier au cygne, Parsifal, Tristan et son vieil ami. Toutes ces fresques les représentent. Donc, il veut que ce soit un lieu mythologique, quelque chose comme... Tu sais sur quoi sont basés les châteaux Disney? Oui. Et donc, quand on pense au château, c'est souvent ce genre de choses qu'on imagine réellement, Dans le sens romantique, dans le sens romantique. Je dirais que, comme beaucoup de jeux vidéo, lorsqu'ils créent des châteaux, je pense à Dark Souls. Je pense qu'avec toutes ces sortes de tourelles et tout ça, c'est vraiment une grande influence sur quelque chose comme Dark Souls. Oui, d'une certaine manière, mais ça ne correspond pas du tout à notre définition, n'est-ce pas? mais il y a plusieurs points où ça ne correspond pas. Ce n'est ni médiéval, ni construit à l'époque, ni fortifié. Beaucoup de tout ça, c'est juste de l'esthétique, tu sais, des sortes d'allusions à... Ce ne sont pas de vrais machicoulis. Beaucoup d'entre eux ne sont même pas de vrais créneaux. Au rez-de-chaussée, de grandes fenêtres, pas vraiment des meurtrières. Et donc, cela pouvait à peine fonctionner comme ce qu'un château médiéval était censé être. Était-ce un palais? Oui. Pouvait-il servir de siège du gouvernement? Oui, parmi d'autres. Est-ce qu'il en a l'apparence? Il est clairement conçu pour donner l'illusion de ce que vous savez, les éléments illusoires de ce que vous savez qu'était un château. Mais est-ce un vrai château? Non, ce n'est pas un vrai château, ni ce que je considérerais comme tel, mais ça dépend. Quand je dis vrai, à quelle définition fais-tu référence? Moi, je parle de la bonne définition, mais je pense qu'il est juste d'avoir des sous-définitions. Et donc, par exemple, château fantastique, je pense que château fantastique est une véritable définition valable. On pourrait dire que ce n'est pas fait pour être un vrai château fonctionnel, mais que c'est conçu pour ressembler à ce bâtiment majestueux, semblable à un château, qui prétendrait pouvoir exister à cette époque, mais pas vraiment. Et c'est là que j'apporte cette nuance de château médiéval fantastique, et Neuschwanstein en est presque l'exemple archétypal. Non seulement cela, mais il est souvent utilisé comme principale référence pour de nombreux châteaux fantastiques, notamment Disney, Disney et le château de Disney lui-même. Neuschwanstein, et le nom me reviendra plus tard. C'est un château français classique datant de la fin de période. Donc c'est complètement divin. Je l'ai mentionné dans plusieurs vidéos, mais c'est ce magnifique château, et le nom me reviendra plus tard. Mais c'est Neuschwanstein et cet autre château français, au style français tardif, c'est-à-dire celui de la fin de la période médiévale et du début de la Renaissance. Quand on regarde ça, on voit clairement que le château Disney s'en est clairement inspiré.
Une chose que je dirais en sa défense aussi, et tu l'as mentionné, c'est que c'est le siège du roi ou du duc. Oui, et c'est l'endroit où, à bien des égards, la cour, on pourrait peut-être tracer une continuité de la cour avec un endroit comme ici et les châteaux médiévaux. Et en effet, quand on pense aux romans courtois, qui souvent ne se concentrent pas sur le combat, mais plutôt sur les intrigues de la cour et les défis moraux entourant l'amour courtois, et ainsi de suite. Un endroit comme celui-ci serait tout aussi approprié que Bodium ou Carnarvon, mais il n'a pas cette dimension militaire. Je me souviens du château Oh oui, Pierrefonds en France. En termes d'inspiration de l'esthétique du château fantastique, en particulier le château Disney. Pierrefonds, et vous pouvez même voir que la double rangée de sections crénelées sur les tours est directement reprise sur le château Disney, et Pierrefonds n'est pas le seul château de ce genre. Dernièrement, le style français. Il y a plusieurs châteaux français qui ont vraiment, vous savez, cette rangée de créneaux qui sont fermés au-dessus. Et puis, ils ferment la première rangée et ont la double rangée. Il y a en fait un certain nombre de châteaux français très tardifs qui avaient ce style, mais Pierrefonds est essentiellement l'exemple le plus classique, le plus actuel, encore existant de cette magnifique esthétique de château. Vous savez, le style de conception, c'est presque le même. Le dernier type d'évolution, vous savez, de style de conception des châteaux. Avant qu'ils ne commencent vraiment à évoluer en dehors de ce que nous appellerions classiquement des châteaux, où ils conservaient encore beaucoup de leur fonctionnalité principale de fortification. Mais en ayant cet équilibre entre cela et une incroyable, je dirais, ornementation architecturale et beauté. Vous savez d'où ils viennent. Quand ils dépassent cela et construisent juste pour l'esthétique, vous obtenez des châteaux, etc. C'est comme si Pierrefonds avait encore cette qualité fonctionnelle et fortifiée. Avant encore, il dépasse simplement cela et tout devient une sorte d'allusion à la véritable validité ou fonction fortifiée qu'ils avaient à l'origine. Essentiellement, ce n'est peut-être pas dans la définition, mais je pense que c'en est un indice. Un indice pour ces endroits, c'est qu'ils n'ont généralement pas de mur d'enceinte à proprement parler, donc ce serait un petit détail si vous essayez de repérer quelque chose. oui, je veux dire, il y en a. Beaucoup de châteaux de l'époque n'avaient pas de murs d'enceinte extérieurs. C'était juste des bâtiments fortifiés. Les tours de guet sont un excellent exemple, surtout celles qui ressemblent presque à des donjons normands par certains aspects, simplement sans mur d'enceinte. Je pense qu'on peut même remonter à certains des premiers châteaux. Ou, parce que les gens font souvent référence aux châteaux à motte et basse-cour comme étant parmi les premiers châteaux, n'est-ce pas? Dans certains cas, il n'y avait que la motte avec la tour dessus, sans la basse-cour. Mais c'était la résidence de quelqu'un, donc même le château de Chepstow, par exemple, était l'un des premiers que Guillaume le Conquérant a obtenu, vous savez, a commencé à construire, et comme les parties basses au début. Donc on peut clairement voir que c'est basé sur des principes architecturaux d'inspiration romaine, et il me semble qu'ils ont simplement commencé par la tour. Ils avaient peut-être une palissade en bois autour de cet élément central, mais surtout, le choix de l'emplacement et l'endroit où ils l'ont construit est important. À mon avis, les murs extérieurs de Chepstow n'étaient pas reliés à cette tour lorsqu'ils ont été construits au début. Ce sont des ajouts ultérieurs. Parce que dès que vous ajoutez ces murs supplémentaires, l'emplacement de la tour elle-même devient très mauvais. Parce qu'elle se trouve sur cette fine crête qui s'élargit de chaque côté, et donc les crêtes à chaque extrémité. La surface suffit pour placer la tour dans une enceinte avec un vrai périmètre autour. Ainsi, si vous aviez suivi cette philosophie, vous ne l'auriez pas construite à son emplacement actuel. Mais si vous construisez simplement la tour seule, le meilleur emplacement pour une tour sans enceinte, c'est ici, la partie la plus étroite de cette crête où se situe Chepstow. Et c'est pourquoi je pense que la tour n'a été construite là que comme un bâtiment fortifié unique. Et c'est le meilleur endroit pour un bâtiment unique. Mais dès que vous envisagez des fortifications extérieures, comme une enceinte, c'est l'un des pires emplacements pour placer le donjon.
C'est pourquoi je pense que c'est un exemple de certains. Il existe des exemples, oui, de certains des premiers types de châteaux qui n'étaient que de simples bâtiments fortifiés sans grande réflexion, avec des murs d'enceinte extérieures ou des fortifications. Je pense vraiment que les murs d'enceinte sont absolument une partie très importante de la conception et de la philosophie des châteaux. Nous voyons simplement assez d'exemples où ils ne sont pas là, où ils ne sont pas présents, pour les inclure comme l'aspect définissant le plus strict. Je suppose. Eh bien, je pense que nous avons élaboré une bonne définition ici et que nous avons donné beaucoup d'exemples. Je serais toutefois intéressé si quelqu'un dans les commentaires ou dans le chat propose un contre-exemple. J'en ai un, j'ai l'exception, le crack de chevalier. Le château croisé crack de chevalier. C'est parti. Donc, si je comprends bien, cela a été principalement construit par les croisés comme une forteresse militaire pour aider à maintenir le contrôle sur une région. Et même s'il y avait, vous savez, certains capitaines de certains ordres chevaleresques qui, je suppose, vivaient là, je veux savoir s'ils élevaient leur famille là-bas. Si oui, alors je... D'accord, oui, cela peut être considéré comme la résidence légitime de quelqu'un, mais dans la plupart des cas, c'était une forteresse militaire. Et pas nécessairement la résidence personnelle de quelqu'un. Mais oh là là, c'est... Non seulement c'est comme, vous savez, il y a tellement de châteaux, c'est un excellent exemple de nombreux aspects différents de certains types de conception de châteaux, comme le... Oh, mon cerveau vient encore de s'arrêter. Est-ce le château cruciforme ou concentrique? C'est un château concentrique avec un mur extérieur entourant un mur intérieur, d'accord. Mais aussi que le mur extérieur sert de type de mur de soutènement. Comme la ligne de la colline monte, le terrain, comme la partie plate où tu peux marcher derrière, est à une élévation plus haute derrière, ce qui te donne beaucoup d'espace pour circuler. C'est un aspect vraiment intriguant et ingénieux. Ensuite, tu as des tours bastionnées, puis des tours complètes, et il y a tellement d'aspects impressionnants. En termes de conception de château, le crack des chevaliers, mais est-ce vraiment un château au sens strict du terme? Je ne sais pas, je ne sais pas. Je pense que c'est là que réside la difficulté. Vous savez, comme mentionné plus tôt, la plupart des châteaux appartiennent à un roi ou un baron, mais ici, c'est un ordre militaire. Oui, et ils échappent à ces choses parce qu'ils font partie de ces organisations étranges qui semblent, vous savez, exister à l'époque médiévale, ce qui ne rentre pas dans nos catégories simples de l'individu privé et de l'État. Ce ne sont pas des entreprises. Enfin, si, ce sont des entreprises, mais pas dans ce sens-là. Vous savez, ce n'est pas un monastère, mais c'est un peu comme un monastère. C'est un peu comme des moines guerriers. Vous voyez, ils vivent selon un code, mais il y a tellement plus que ça. Il y a aussi de la politique et du pouvoir. Je me demande donc si vous pensiez à un autre château. Le château de Malbork en Pologne? Sur ce point, qu'est-ce que j'ai juste ici? Le château de Malbork, prêt à y aller? Parce que c'est exactement un autre de ceux-là. Oui, avec le crack des chevaliers, c'est pareil. C'est ici que sont basés les chevaliers teutoniques. Et après leur grande croisade en Orient contre les Lituaniens, les Polonais, qui étaient des païens à cette époque, des païens. Ce qui est intéressant, c'est que cela devient le centre des opérations du château de Malborog. Cela devient le siège des opérations pour l'ordre teutonique après la chute de l'ordre en Terre Sainte. Et cela devient l'endroit d'où il gouverne à la fois son ordre, mais aussi les terres qui l'entourent. Donc je pense qu'on pourrait dire, eh bien, cela fonctionne essentiellement comme s'il y avait un seigneur ou un noble ici, mais c'est un ordre qui joue ce rôle. Mais je ne sais pas si on pourrait dire la même chose du crack des chevaliers. Exactement comme pour Malborog, il est bien plus probable que, surtout le plus haut, vous savez, le membre le plus haut placé, le seigneur du château. Essentiellement, il s'agissait de gouverner et de diriger. Il y élevait sa famille, cela fonctionnait comme sa résidence, et cela qualifierait donc Marlborough selon la définition la plus stricte d'une résidence médiévale fortifiée. Alors oui,
Le crack de chevalier est la question où je ne suis pas sûr que cela se soit produit, mais beaucoup de ces chevaliers sont partis en croisade et ont laissé leur famille derrière eux. Nombreux sont ceux qui se sont mariés et ont fondé une famille dans la région. Et donc, oui, comme le crack des chevaliers, c'est une question parce que cela s'ajoute ensuite. Selon la définition stricte, les châteaux croisés n'en sont donc pas vraiment. Ils n'ont pas été construits en Europe à la période médiévale, mais pas à cet endroit, mais construits par des Européens médiévaux. Et donc, c'est comme... Je suppose que dans les références générales, je parle du crack des chevaliers comme d'un château. Si on voulait vraiment être super pointilleux, tu sais, très précis à ce sujet, il y aurait un point d'interrogation. Mais cela n'a pas d'importance si on adopte la définition moderne où tout ce qui ressemble à un château en est un. Et puis, oui, non seulement le crack des chevaliers est un château, mais tout ce qui lui ressemble est aussi un château. Pour la plupart des gens dans le monde, quand ils voient de quelque chose qui ressemble à un château, c'est un château, ils l'appellent un château. Absolument, absolument. Eh bien, je pense que je vais dire que c'est un château. On va le mettre avec un astérisque. Oui, comme château avec astérisque, comme un château honorifique. C'est tellement proche qu'on est heureux de l'inclure comme château honorifique. En quelque sorte, oui, tu peux être inclus. Tu es peut-être en dehors de la définition, selon Smith, le plus soigneux des moucherons, mais tu es tellement proche, on est prêt à t'accorder ça, tu sais, par charité. Avant qu'on aborde la question du mot en M, le mot en M, j'ai un autre mot en M à mettre en avant et c'est celui-là. La fondation Pendragon a publié en octobre notre premier magazine qui présente des articles sur notre approche de la restauration des châteaux et pourquoi nous pensons que c'est important. Il y a aussi beaucoup d'articles historiques intéressants ainsi que de la fiction romantique sur les châteaux. Donc, si vous cherchez un moyen de soutenir ce que nous faisons, même modestement, je crois qu'il coûte environ 10 livres plus les frais de port, alors procurez-vous-en un. Je crois que nous avons presque épuisé notre deuxième tirage. Mais s'il y a plus de commandes, nous livrerons. Alors rendez-vous sur Pendragon Foundation ou vous pouvez aller sur willthings.com qui est notre distributeur. Ils font un excellent travail et le magazine Concrake nous a aidé à le comprendre. Alors oui, achetez-en un ou comme c'est Noël, procurez-vous un calendrier 2026. Calendrier 2026, de superbes peintures d'artistes comme Turner et Constable illustrent de nombreux châteaux britanniques. Alors oui, vous pouvez en acheter un. J'ai eu une discussion passionnante avec Nathan, j'espère que vous irez tous. Visitez la Fondation Pendragon et regardez le live complet sur leur chaîne YouTube via le lien en description. Merci de regarder.